Ce soir, on ouvre les écoutilles, on plonge dans l'océan d'Encelade, on inaugure une antenne géante en Australie qui entend les murmures du système solaire. On va décortiquer une météorite française, on fait du local, et elle nous oblige aussi à revoir nos calculs de risque. On fête les 30 ans de 51 Pegasus P, la planète qui avait retourné l'astronomie à l'époque. On espionne aussi des comètes interstellaires depuis l'orbite de Mars, et on finit par un Falcon Punch très relevé. Tu viens pour le café, tu restes pour les geysers, les lasers et les boosters qui reviennent se poser. Let's go! Et en parlant local, on va rester avec la RTS qui a le petit bonus de nous donner des articles qu'on n'a pas besoin de traduire. Merci à eux. Vive la France! Donc, on commence avec quelque chose qui avait été abordé dans Fermi de dimanche. J'avais brièvement parlé de ça quand on parlait justement des lunes de Jupiter et de Saturne. Et on a découvert justement des molécules organiques complexes sur Encelade, une des lunes de Saturne. Et si vous vous rappelez bien combien regardez pas dans l'image, mais combien de lunes a Saturne. Et donc c'était sous la glace Encelade qu'une petite lune dort dans un océan salé, quand des geysers pulvérisant de la glace dans l'espace ont un peu goûté la chimie. Et en réanalysant des grains, ils ont pu découvrir que il y avait des molécules organiques un peu plus complexes qu'on avait catégorisées jusque-là. En clair, la chimie est riche, capable de fabriquer des briques plus sophistiquées. Traduction pour la team Canap, organique n'est pas égal vivant. Ce sont des molécules à base de carbone. Pas un kraken qui fait coucou, mais si tu coches déjà eau liquide, plus source d'énergie, plus chimique organique variée, tu coches 3 conditions majeures de l'habitabilité. Ça, c'est des grandes biosignatures, comme on avait dit. Pour le moment, ça nourrit un peu l'idée d'y dédier totalement une mission, de survoler les nouveaux planages, faire décoper un peu de cette neige d'océan avec des instruments assez modernes. Et donc la question en fait c'est pas est-ce qu'il y a de la vie, mais plutôt qu'est-ce que la chimie pourrait créer dans cet océan. Merci la télévision suisse romande, mais tout à fait. Et surtout merci à ces super satellites qui permettent d'observer ces océans et d'analyser la chimie de tout ça. Parce qu'on a beaucoup exploré le comment analyser d'autres systèmes solaires, essayer de repérer des exoplanètes. Mais avant tout, pour apprendre à connaître les planètes extérieures, il faudrait déjà réussir à connaître les planètes de notre système solaire. Et ces analyses nous posent en avant, comme tous les satellites, notamment le Viasat F de satellite qui arrive. Il est ici, le voilà. Le satellite Vias 3F2 en un gros 6 tonnes est arrivé en Floride pour un lancement fin octobre sur Atlas 5 551. Petit cours de fuséologie express 551 égale coiffe 5 mètres, 5 boosters à poudre. Un moteur au second étage, c'est la version bodybuildée d'Atlas 5, taillée pour des charges lourdes en orbite géostationnaire. Et donc on envoie un nouveau satellite dans l'espace. Je vous laisse deviner en quelques secondes quelle fusée va l'envoyer. La classique. Et en fait c'est un satellite qui, une fois déposé en orbite, va allumer une propulsion électrique pendant plusieurs mois pour rejoindre une orbite géostationnaire. Et sa mission en fait c'est de rajouter une énorme capacité internet, donc plus de terabits et de données par seconde, pour couvrir les Amériques. Donc pour concurrencer un peu Starlink, parce qu'il n'y en a pas encore assez dans l'espace, on envoie Viasat F2. Et donc il faut imaginer une autoroute de données au-dessus de l'équateur, et genre c'est des satellites qui échangent des informations à 30 km/h. Et donc est-ce que vous avez trouvé qui va l'envoyer? Suspense. Question, le vite répondu. Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est une Falcon 9. Toujours Starlink et toujours SpaceX pour les meilleurs lancements de satellites, demandez une Falcon 9. Et si vous voulez une bonne coopération, demandez à l'ESA. Et oui, l'Europe, elle arrive à faire des bonnes collaborations en ce qui concerne l'espace, c'est le cas avec l'Australie. Donc direction le New Norica près de Perth, où l'ESA a inauguré New Norica, une antenne de 35 mètres qui rejoindra en 2026 le réseau européen Eatstrike. Et justement la petite particularité, c'est que ça a été inauguré en Australie. Le but de cette nouvelle antenne est de traquer des signaux ultra faibles venus de loin, des sondes vers Mercure, Jupiter, des comètes, des astéroïdes et tout ce qui grouille dans l'espace. En gros, c'est une oreille géante. Plus c'est froid, moins le récepteur fait de bruits électriques et plus il sait écouter un murmure perdu dans le souffle cosmique.
Et comme la Terre tourne, avoir une grande antenne en Océanie garantit une couverture 24 heures et 7 jours sur 7 avec l'Europe et l'Amérique. Et en bonus, l'ESA met en avant le suivi d'optique, donc le suivi laser pour voir les choses à la vitesse de la lumière. Et pourquoi les lasers? Parce que c'est des faisceaux très fins, de même puissance mais avec des débits de données bien plus élevés qu'en radio. Et l'envers du décor, c'est qu'il faut réussir à viser juste, mais éviter les nuages, les radios optiques qui sont complémentaires, la fiabilité de l'une et le débit de l'autre. C'est comme on a vu, quand on veut viser loin avec un laser, c'est comme pour les voiles solaires, il faut viser juste. Et à plusieurs kilomètres de distance avec des objets en mouvement, c'est pas facile. C'est pas facile. Les bonnes rêves de la Belgique. Et ici on n'aime pas trop les Belges, on préfère la France, et c'est le cas aussi pour les météorites. Allez là, la météorite de la France, souvenir du 13 février 2023, l'astéroïde 2023 CX1 a été prévu 7 heures avant d'entrer au-dessus de la Normandie. On a même récupéré des morceaux baptisés Saint-Pierre-le-Viger. En recoupant toutes les données, les chercheurs montrent que ce petit astéroïde s'est fragmenté bas dans l'atmosphère et a délivré davantage d'énergie au sol que prévu pour sa taille. Voilà, environ 72 cm de large et une masse de 650 kg qui a explosé à 28 km d'altitude. Mais conclusion, nos modèles de risque doivent mieux intégrer certains types de chondrites qui explosent tard et d'un coup. Donc c'est pas une panique, c'était un petit caillou. Mais l'énergie reste quand même assez modeste pour faire peur. Pour la défense planétaire, on veut des modèles plus précis à venir, des télescopes grands yeux qui voient tout, pour repérer plutôt les intrus et affiner les alertes pour pas se prendre des petites météorites françaises dans la gueule. Et voilà, les dinos, boum. En effet, ça fait déjà 2 ans et demi et si vous voulez un coup de vieux, ça fait surtout 30 ans qu'on a découvert Pegasus B. C'était le 6 octobre 1995 que Michael Mayer et Didier Quelcoz annoncent que 51 Pegasus B, avec sa super affiche de propagande, une géante gazeuse brûlante qui tourne en 4 jours autour d'une étoile comme le soleil, c'est l'inattendu. Total, un Jupiter chaud qui est collé à son étoile, et d'un coup nos idées sur la naissance de planètes ont dû intégrer les migrations des géantes formées loin puis glisser vers l'intérieur. Côté méthode, c'était le wobble. On mesure la petite oscillation de l'étoile tirée par la planète, la vitesse radiale. 30 ans plus tard, on compte des milliers d'exoplanètes. James Webb pour l'atmosphère, et la Suisse a mis sa griffe sur l'histoire. Joyeux anniversaire 51 Pegasus B, tu as ouvert la voie. Et oui, parce que Michael Mayer et Didier Queloz, c'était des Suisses. Bro. Conclusion, pendant que la France nous envoie des météorites, la Suisse découvre l'avenir. Et dernière actu pour retourner un peu dans le passé, on avait déjà parlé de 3-1 Atlas qui a désormais pu être observé non pas depuis la Terre mais depuis Mars. La visiteuse 3-1 Atlas ne vient pas d'ici. Elle arrive d'un autre système stellaire. Le 3 octobre, elle est passée à environ 30 millions de kilomètres de Mars. Les sondes européennes, ExoMars TGO et Mars Express ont tenté l'observation. Résultat, une faible coma visible comme un point diffus sur une série d'images. Normal à cette distance et pour un objet sombre. Vous la voyez bien là sur la photo, on la reconnaît très bien là avec ses petites formes et ses petits détails. 3-1 Atlas, une magnifique comète. Et après cette photo, une périphérie autour du 30 octobre, un peu à l'intérieur de l'orbite de Mars, et direction la sortie. Aucun risque pour la Terre. Scientifiquement, chaque comète interstellaire, c'est un échantillon d'un autre chantier planétaire. Même un simple point flou raconte à sa manière l'histoire qui est hors de notre bulle. Premier cliché complexe de TGO, une super petite sonde qui est utilisée sur Mars qui a permis de voir la 3-1 Atlas qui s'y balade. Ça assez cool, et qu'est-ce qui est cool aussi, c'est le Falcon Punch. Les contrats de sécurité nationale aux États-Unis, SpaceX s'empoche un lot avec 4 lancements Falcon Heavy à venir.
Et la cadence, 2 octobre, Vandenberg, Californie, 3e Falcon 9 d'affilée depuis la côte ouest, sans intercaler un tir depuis la Floride. C'est rare et ça montre que la côte ouest peut tenir un rythme soutenu quand l'Atlantique fait grise mine. 10 octobre, Cap Canaveral, 90e mission Starlink de l'année, oui, 90, cadence industrielle assumée. 7 octobre, à Vandenberg, une fois de plus, encore 28 satellites Starlink et retour du booster sur marge, la routine la plus spectaculaire du spatial moderne. Donc, moralité, quand l'infrastructure est bien pilée, les missions s'enchaînent, les délais raccourcissent et la réutilisation transforme la logistique en ligne de production orbitale. Donc SpaceX finit avec un triple combo de Falcon Punch, cache l'espace nous parle en bas mais de façon assez claire. En cela nous murmure que l'alchimie a une grande place, l'Australie étant une oreille géante, une petite météorite nous rappelle notre immunité. Les planètes qu'on découvre fêtent déjà leurs 30 années. Et une comète d'ailleurs repasse nous dire bonjour en faisant un coucou à Mars. Et Falcon, bah, comme on l'a dit, 3 vols au lieu de 4, c'est une baisse de rythme. Ça va plus, tout full. Holomira sur Mars. Ah bah ils en parlent. On verra bien, gardez vos capteurs ouverts, ceux du cœur et ceux des télescopes. Ici Cosmonew, fin de transmission et à la semaine prochaine. L'aventure se termine mais ce n'est qu'un au revoir. Cosmo News revient bien.